Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Vous avez tous de l'électricité? Oui. Manifestement. Très bien. Ma fille qui est dans les Laurentides vient de m'appeler, elle n'en a plus. C'était pas un sujet du panel, mais ça m'a fait penser à la discussion qu'on a eue à ce panel. Chantal, vous aviez réagi fortement quand la VP d'Hydro-Québec m'avait dit en entrevue notre calendrier pour améliorer ce genre de résultats quand il y a des tempêtes ou quand il y a des chutes de neige, on va s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Elle avait reconnu, ça va prendre des années, des années. Vous avez dit, bon Dieu, améliorer du tiers en 6 ans, je pense que c'était ça, les chiffres. Voici un bel exemple. Le système est fragile. Dès qu'il y a de la neige lourde, il y a des pannes, Chantal. Le système est fragile en partie parce qu'on est chanceux et qu'on a de la nature. Beaucoup de nature. Néanmoins, oui, le réseau d'Hydro-Québec, en particulier en région, et plus on s'en éloigne de Montréal, et là, je parle de 1h30, moins c'est facile. Je sais pas où étaient les gens qui n'ont pas d'électricité chez vous, mais effectivement, le réseau n'est pas en bon état et ça a des conséquences un petit peu dramatiques parce que c'est des commerces qui ferment pour la journée. C'est des gens qui n'ont pas de chauffage. On n'est pas en train de parler là, de se priver d'Internet et pas pouvoir venir faire le panel avec vous. Michel, je sais que ce n'est pas prévu, mais je fais un tour de table là-dessus parce que ça montre le défi. T'sais, on disait c'est des sommes colossales qui ont été annoncées chez Hydro-Québec à l'époque. On disait comment ils vont faire pour trouver autant de travailleurs. Là, ils sont dans ce qu'ils appellent le contrôle de la végétation, mais ils triplent les budgets, ils coupent des branches, des arbres. Ça va être long. Et on voit à quel point, quand même 300 000 clients ce matin. C'est beaucoup, là, Michel. Oui, c'est beaucoup, mais ça va être long. Puis non seulement ça va être long, mais il ne sera pas possible de sécuriser le réseau partout, même en 50 ans, je pense. J'ai une maison pas tellement loin de la vôtre, Patrice, dans les Laurentides. Je ne sais pas si je manque d'électricité, là, actuellement. Je pense que oui. Oui, c'est fort possible. Mais c'est dans le bois, littéralement, là. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pas vrai qu'Hydro-Québec va venir nettoyer les forêts partout, là. Alors, il va y avoir moyen de sécuriser davantage les grands centres, j'imagine. Mais il y aura toujours des régions où il va falloir soit s'acheter des génératrices, soit faire les mondages soi-même tout le temps, mais on ne réglera pas le problème. Bien sûr. Totalement. Mais il n'y a pas que les petites maisons dans le bois, Hélène. Il y a aussi une fragilité qui est reconnue, en fait. CBA a dit, c'est un de mes défis. Il faut que j'améliore nos réactions face à ces tempêtes. Et c'est un des effets aussi des changements climatiques. Je pense que c'est plutôt dans le bulletin où on expliquait que ce genre d'événement-là ne survient pas lorsqu'il fait très froid, parce qu'à ce moment-là, la neige est sèche, elle ne colle pas au fil ou les branches, et donc il n'y a pas ces événements-là. À mesure que le climat se réchauffe, on va avoir des hivers plus cléments, et donc on aura beaucoup plus de ce genre d'épisodes de neige mouilleuse, mouillée, lourde, qui colle et donc qui fait tomber des branches sur les fils ou qui fait juste tomber les fils. On aura aussi plus d'épisodes de verglas. Alors, c'est aussi ça, les changements climatiques. Quand on dit que ça a des impacts et qu'il faut aussi se préparer, eh bien, voilà un bel exemple. Notre réseau n'est peut-être pas tout à fait adapté à l'augmentation du nombre de ces épisodes-là. Qui s'accélère. OK. Non, alors, désolé. Je vais vous donner juste un exemple. Ce matin, en chemin pour Radio-Canada, sur Papineau, là, je ne suis pas à la campagne, il y avait des morceaux d'arbres qui tombaient sur la rue. Alors, imaginez quand vous sortez de Montréal. Là, je suis au centre-ville de Montréal à 6h30 le matin. Et j'ai un peu peur et je dois choisir entre l'arbre ou bien la rue. C'est le défi d'Hydro-Québec de trouver une façon de faire fonctionner le système avec ce genre de phénomène-là qui se multiplie. Et l'acceptabilité, parce que Michel parlait des arbres à couper aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils disent à Hydro-Québec, partez de mon terrain, je ne veux pas vous couper cet arbre. Bon, bref, OK, merci. Monsieur Trudeau, pluie d'annonces pour rester dans la météo, pluie d'annonces qui se poursuit. Je vous montre un tableau, là, on a fait un peu le compte. Et on n'a pas mis, c'est 8,5 milliards, et on n'a pas mis ce qui est annoncé en prêt, parce qu'il y a des prêts aussi pour aider ceci, cela. Là, c'est vraiment des dépenses. Garderie, alimentation scolaire, logement, une autre annonce en logement aujourd'hui, infrastructure.
Alors, je vous fais entendre M. Trudeau. Hier, on avait un extrait en anglais. Là, il le dit en français. Et vous allez voir, il ne s'excuse pas, au contraire. Il dit, on va aller vers là. On écoute. Vous accepteriez que des provinces empiètent dans les compétences fédérales? OK. On est toujours là pour travailler en partenariat sur tous les enjeux qui sont préoccupants pour les Canadiens. Et je suis toujours content d'entendre les perspectives et recevoir de l'argent des provinces s'ils veulent investir dans notre militaire, par exemple. Alors là, parce que la question, c'était, Hélène Dujardin, est-ce que vous aimeriez que les provinces aillent dans vos champs de compétences? Bien, elle dit, venez, donnez-moi de... Alors, on est là, on est à visage ouvert, puis M. Trudeau dit, regardez, moi, je vais jouer cette partie-là, puis je vais y aller à fond. Hélène. Oui, alors, oui, et ce qui est frustrant, c'est que M. Trudeau, il force les divers gouvernements, et pas juste les provinces. Il y a beaucoup aussi les municipalités. Dans plusieurs des choses qui ont été annoncées cette semaine, ce sont des financements conditionnels forçant les villes à modifier leur règlement de zonage. Et pour les forcer à faire ce qu'ils veulent, il leur brandit comme ça sous le nez des beaux millions, des beaux milliards qu'il n'a même pas, hein, en passant. Il les emprunte, ces milliards, il les met sur la carte de crédit. Alors, c'est d'autant plus frustrant. Alors bon, on assiste à cet effeuillage-là, ce qui nous amène à nous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui restera à découvrir dans le budget dans une semaine et demie? En fait, ce qu'on voudra voir, c'est quel est l'impact sur le solde budgétaire. Et là, j'attire votre attention sur un petit détail, parce que dans la dernière mise à jour économique, la ministre nous a promis, inquiétez-vous pas, notre ancrage, là, c'est de ne pas aller plus loin que 40 milliards de dollars. Mais cette promesse, elle ne tenait que pour l'année financière 2023-2024 qui s'est terminée dimanche dernier. Alors, elle n'a pas pris d'engagement fixe pour la prochaine année. Or, toutes ces dépenses dont vous avez fait le cumul, eh bien, ça sera porté sur le compte de la prochaine année. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va vouloir dire à long terme sur notre déficit, parce que, évidemment, tous ces milliards, eh bien, ils sont mis sur la carte de crédit. Ça, c'est d'une part pour le déficit. Et l'aspect, Michel et Chantal, qui est intéressant, c'est aussi de voir que M. Trudeau, lui, dit, et leurs sondages doivent montrer ça, j'imagine, que, vous savez, les champs de compétences, tout ça est relatif, puis si on s'entend, on aura des ententes, et ce sont les Canadiens qui vont en bénéficier. Ils doivent se dire qu'il y a quelque chose de positif à faire là-dedans. Sinon, pourquoi y aller aussi fort, Michel? Oui, bien, ils se disent, les gens s'en foutent hein, des chicanes fédérales, provinciales. Tout ce qu'ils veulent, c'est de meilleurs services. Et il a parfaitement raison. Et le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a dit, oui, c'est vrai, il a raison. Et je comprends pourquoi n'importe qui vit actuellement là, les conséquences de la crise du logement sait à quel point là, on est prêt à se vouer au diable s'il le faut. Alors oui, les gens s'en foutent complètement. Et M. Blanchet ajoutait quelque chose, disait, oui, puis d'autant plus, il parlait du Québec, que le gouvernement Legault est tellement impopulaire qu'il n'est pas en mesure de défendre les compétences du Québec. C'est vrai que M. Legault n'est pas très populaire, ni son parti, mais bien honnêtement, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Là, M. Trudeau joue son va-tout. Là, il se dit, on se fout des provinces, on se fout du déficit. On est, dépendant des sondages, entre 12 à 20 points derrière les conservateurs et il faut commencer tout de suite. On frémit d'ailleurs à l'idée de tout ce qu'il va pouvoir promettre en campagne électorale. C'est dans 1 an et demi. Mais là, on est à un rythme de campagne électorale, là, une annonce par jour. C'est pas des mots de farce. 6 jours de suite. Exactement. Alors, c'est ça. Monsieur Trudeau joue son va-tout et advienne que pourra. OK. Alors, Chantal, il joue son va-tout et il se dit, j'imagine, ils se disent autour de lui, j'imagine, bien, on peut faire des gains. Allons-y ou pas, Chantal? Allons-y, on n'a rien à perdre, ce serait plutôt ce qu'on se dit. Quelques trucs. D'abord, le ton de Justin Trudeau. Si vous l'avez écouté depuis 2 semaines, et là, j'utilise le terme entre guillemets, il est nettement plus baveux que d'habitude et que ce qu'on a vu depuis 8 ou 9 ans. Et pourquoi? Bien, parce que c'est difficile d'être plus baveux que Pierre Poilievre de toute façon. Alors, il se dit, ils vont choisir entre moi et Poilievre. Ils ne pourront pas me reprocher d'être de ce ton-là quand l'autre l'est encore plus. Ensuite, c'est pas une bataille de compétences. Il est là le problème.
pour que les programmes qui ont été annoncés depuis 2 semaines fonctionnent, ça prend une collaboration avec les provinces. Ça ne peut pas arriver sans ça. Et l'idée que le fédéralisme se pratique sans consulter avant, sans se dire qu'est-ce qui marcherait bien entre 2 paliers de gouvernement, c'est un défaut de pratique du fédéralisme. C'est même pas on a franchi une ligne sacrée dans les compétences, c'est de la mauvaise gestion dans les faits. J'écoutais Jean-François Roberge, ministre québécois, qui disait, vous savez, à la fin, de toute façon, on va s'entendre. Ce qui était un discours intéressant quand même. Et c'est vrai qu'à la fin, ils vont finir par s'entendre. Puis là, dernier point, c'est sur les municipalités qui pourraient être perturbées par ce genre d'annonce et les conditions qu'on leur pose. Bien, Pierre Poilievre se prépare à faire exactement la même chose. Ben voilà, puis il l'a déjà dit. Oui, Hélène? Et j'ajouterais seulement à tout ce que mes collègues ont dit, c'est qu'il y a un problème fondamental à la politique fédérale, c'est que c'est plate. Ce ne sont pas des sujets qui touchent directement la population. La garde côtière, la défense nationale, la sécurité de la frontière, même les règles d'immigration sur les permis de travail, c'est pas concret pour la majorité des gens. Alors, pour M. Trudeau, de se mettre à parler de logement, de garderie, d'alimentation scolaire, il réussit à percuter, à toucher les gens. Et c'est pour ça qu'il déborde. Et c'est quelque chose qu'on voit fréquemment en politique fédérale. On déborde de notre carré de sable parce que notre carré de sable, il n'est pas très plaisant. On déborde, mais de manière... Puis Chantal a employé le mot baveux, mais de manière beaucoup plus assumée. Puis en disant, là, je m'assume, j'essaierai pas de m'excuser au bout de ma phrase, parce que ça ne marchera pas. Et on l'a vu, le changement de ton, Michel, vous l'avez vu aussi, là, il est clair, là. Oui, tout à fait. Et M. Trudeau peut en parler à l'aise parce que de toute façon, si c'est pas lui qui va être pris pour administrer ces choses-là, et d'ailleurs, il y a bien des gens qui s'en réjouissent à voir les quelques secteurs que vous avez énumérés, que Hélène a mentionnés. Les résultats ne sont pas toujours là, hein, quand on parle de ce que le fédéral administre. C'est plus souvent les nouvelles pour dire que ça ne marche pas. Alors, M. Trudeau, lui, il peut bien dire moi, j'envoie tant d'argent dans les garderies, je vais avoir... les garderies ne sortiront pas plus vite les nouvelles places de terre. Là, c'est pas lui qui va trouver les éducatrices. De la même façon que là, bon, on parle encore de trouver d'un ministre. Selon ce que le ministre parle, le premier ministre, on ne sait pas trop s'il faut plus d'immigrants temporaires parce qu'il aiderait à construire des maisons ou s'il y en a trop parce qu'il y a une crise de logement. Mais le fait est que c'est pas lui qui va gérer la construction des futurs appartements. Alors, c'est très facile pour le gouvernement fédéral. Et d'où ce que vous disiez, Chantal, obligatoirement, pour que ça fonctionne, de toute façon, il faut qu'il y ait des ententes avec les provinces. Il ne peut pas lui-même se mettre à dédoubler d'autres, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement François Legault qui est impopulaire. La plupart des premiers ministres actuels sont impopulaires. Je fais une exception pour la Colombie-Britannique et le Manitoba, et ça tombe bien pour eux, ils sont néo-démocrates. Donc, c'est vrai qu'on empiète, mais en même temps, est-ce que quelqu'un, et c'est pour ça que je m'explique les propos de Jean-François Roberge, est-ce qu'à la fin, on peut dire à nos électeurs qui ne nous aiment pas, on va laisser de l'argent sur la table pour des choses qui sont des priorités pour vous? Et il est là le piège. Très bien. Oui, Hélène? Alors, j'allais dire, et le problème, c'est toujours le même, c'est qu'Ottawa, en faisant ça, crée des attentes au sein de la population, mais sans garantir la pérennité des sommes. On l'a vu en santé, lorsqu'ils décident de couper, après, ce sont les provinces qui ont à gérer ça. Je vous donne un exemple dans les différentes annonces faites récemment, c'est qu'on demande aux villes de geler ce qu'on appelle les redevances d'aménagement. Donc, quand vous construisez un nouveau logement, généralement, il y a pas partout au Québec, on commence à le faire, mais dans le reste du pays, c'est beaucoup plus fréquent. On doit payer pour la construction des égouts, de l'aqueduc, des parcs, de la nouvelle bibliothèque municipale, etc. Là, le gouvernement dit non, gêlez ça, moi, je vais le payer à la place. Mais le jour où Ottawa va arrêter de le payer, eh bien là, il va y avoir de l'inéquité, là, il va falloir remonter ces taxes-là. Il y a du monde qui vont dire, ben là, c'est pas juste, avant c'était tant, maintenant c'est beaucoup plus cher. Alors, en faisant ça, Ottawa crée beaucoup de perturbations et c'est pour ça que c'est pas correct d'agir comme ça dans la fédération. Et ça, c'était l'annonce de lundi sur les infrastructures qui accompagnent et qui sont souvent un frein, parce que c'est des frais énormes, puis les promoteurs disent on ne peut pas, les villes ne peuvent pas. OK, on va quand même aller en Gaspésie.
Je vous montre des petits dessins. Il y a eu la carte électorale fédérale. S'il n'y avait pas d'élection d'ici le 22 avril, donc d'ici 2 semaines, ce qui ne sera pas le cas, donc elle va entrer en vigueur. Et 3 circonscriptions vont devenir 2 circonscriptions. Et donc, Diane Leboutillier, députée de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine depuis 2015, va affronter Christina Michaud, qui est députée d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, depuis, elle, 2019. M. Blanchet en a parlé. Il y a eu ça, c'était amusant. On était presque en campagne électorale aujourd'hui dans ce coin-là. On écoute M. Blanchet, on revient. On travaille sur le thème digne de confiance, nous. Hein? Si on prend les pêches, je ne suis pas sûr qu'ils se sont montrés dignes de confiance et ça va m'amener directement au fait que Mme Leboutillier a voulu et est devenue ministre des Pêches. Ça n'a rien changé. Et pour être ministre des Pêches, il faut être au gouvernement. Pour être au gouvernement, il faut que les libéraux gagnent. Il n'y a pas grand monde qui pense que les libéraux vont former le prochain gouvernement. Alors, Christina Michaud et Diane Leboutillier, ça sera, on se transporte en soirée électorale, ça sera une circonscription à surveiller, Michel David. Oui, oui, tout à fait. Bien, le résultat, on l'a vu dans les projections là, du site Canada 338 là, de notre ami Philippe Fournier. Les projections sont à l'effet que Mme Michaud va l'emporter relativement facilement parce que les comtés fusionnent. Il y a une grosse partie du comté de Mme Michaud qui avait eu des majorités substantielles là, dans ces secteurs-là qui va se jouxter à la partie que représente jusqu'à présent Mme Leboutillier. Et quand on fait le total des deux, bien, ça donne beaucoup plus de votes, disons, d'intention de vote pour le moment en faveur de Mme Michaud. Alors, Monsieur Blanchet doit être très heureux là, de faire de la spéculation sur le fait que le gouvernement, le ministre, etc. Le résultat net, c'est que les libéraux risquent de perdre un comté et le Bloc d'en conserver un parce que Mme Michaud va conserver un siège. Ça va être celui-là plutôt que Et ça. Mme Leboutillier, pour les libéraux francophones, c'était important à Gaspésie. Chantal et Hélène, là, rapidement là-dessus. Chantal. Ouais, c'est pas un accident si elle a été nommée aux pêcheries, entre autres pour les raisons qu'Yves-François Blanchet a expliquées, c'est-à-dire c'est important dans une région comme ça d'avoir quelqu'un aux pêcheries autour de la table qui est la députée locale. Et effectivement, je suis d'accord avec Michel, c'est avantage Bloc. Pourquoi? Parce que à moins qu'il y ait une montée des conservateurs pour aller manger dans le vote du Bloc, et c'est pas évident que même s'il y en avait une au Québec, c'est pas là que ça se manifesterait. C'est clairement à l'avantage du Bloc, surtout que c'est une députée qui est quand même connue, qui se débrouille bien, puis qui connaît la musique. Et c'était une façon aussi de souligner, et Paul, ce matin dans la presse, avait une chronique sur le Bloc, que le Bloc, même si ils ont des fois un problème de visibilité parce que ça chicane puis ils sont pas là, mais ça va quand même relativement bien pour eux, Hélène, au Québec, là, actuellement. Oui, oui, ils se maintiennent en tête. Mais dans cette circonscription, une chose que j'ajouterais à ce que mes collègues ont dit, c'est la question du sébaste. C'est un poisson qui a fait l'objet longtemps d'un moratoire. Et là, on recommence les pêches et il y a beaucoup d'insatisfaction au Québec quant à la répartition des quotas. Et c'est Mme Leboutillier qui a dû, évidemment, faire les arbitrages entre le Québec, mais aussi les autres provinces. Mme Michaud, elle a l'avantage qu'elle n'a pas besoin de prendre en compte les intérêts des autres provinces. Et donc, ça, c'est un point faible pour Mme Leboutillier. Ça va lui faire mal, je pense, en campagne. Mais je pense que plus généralement, tout ça repose encore la question des redécoupages électoraux. On se retrouve avec, en fait, à l'est de l'île d'Orléans, sur la rive sud du Québec, on se retrouve plus qu'avec 3 circonscriptions pour un territoire absolument énorme. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et à un moment donné, à Québec, d'ailleurs, on a mis sur pause le redécoupage électoral. On le je reporte pense à l'autre élection. Voilà, vient peut-être le temps de dire peut-être que la représentation par capita, c'est peut-être pas le seul critère. La représentation du territoire et des enjeux qui sont propres au territoire, peut-être qu'elle devrait avoir aussi voix au chapitre. Voudriez-vous proposer une réforme électorale à M. Trudeau? Je pense pas qu'il va s'embarquer là-dedans. Très bien. Un mot. François-Philippe Champagne, un mot. Il reste une minute, mais bon, il a dit, je serai candidat aux prochaines fédérales. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas éventuellement être candidat à la chefferie au PLQ, Michel?
Bien là, il va y avoir un problème de chronologie. Là. Les chances sont que le chef libéral soit choisi avant l'élection fédérale. Je pense pas que M. François-Philippe Champagne attende ça. Parce qu'il le voit dans leur soupe beaucoup. Oui, il le voit dans leur dit... soupe. Mais il voit n'importe qui sauf M. Coderre dans leur soupe. Mais ceci étant dit, M. Champagne ferait un excellent chef, il n'y a aucun doute, mais je pense pas que ça l'intéresse. Chantal. Je pense qu'il est plus intéressé par la chefferie du Parti libéral du Canada. Oui, oui. Oui, possiblement, mais selon moi, ses chances pour le PLC sont pas très élevées, mais c'est néanmoins le parti, celui dont on parle, le Parti libéral du Québec, qui du jour au lendemain a pris Jean Charest. Alors qu'il avait dit non, ça n'avait pas l'air si évident que ça. Hélène, Michel, Chantal, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.